Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une magnifique discussion que j'ai eue avec Michael J de la chaîne Fermez-la suite à mes petites piques que j'avais laissées dans ma précédente vidéo où je disais qu'il n'avait aucune culture. Et donc, dans la magnifique conversation qu'on a eue ensemble, il y a un sujet qui est revenu, c'est est-ce que le jeu vidéo est un art? Moi, je défendais que non, c'est pas un art. Et lui, il m'a dit mais si, toi t'es juste un sale snob qui refuse d'aimer les trucs populaires, etc. Et donc, je vais tenter d'expliquer pourquoi est-ce que savoir si le jeu vidéo est un art ou non n'a juste aucun sens et pourquoi ce serait même mieux qu'il ne soit pas un art. Alors, pour commencer, il va d'abord falloir définir ce que c'est que l'art, tout simplement. Alors, l'art, c'est extrêmement polysémique, il y a énormément de sens. Par exemple, si je parle de l'art de vivre, on ne parle pas évidemment de la même chose que si on parle d'un tableau de Picasso. Alors j'ai retenu deux aspects de l'art, c'est-à-dire des choses qui ont été faites par les hommes. Il y a tout ce qui concerne, on va dire, l'artisanat, la technique, et de l'autre, les beaux-arts. Pour moi, le jeu vidéo relève plus de l'artisanat, c'est-à-dire que c'est un art, mais c'est pas de l'art. Vous voyez la différence entre un art, c'est comme, je sais pas, l'art de faire des bouquets de roses, c'est l'art de la pêche, voilà. Bon, c'est une technique, c'est un savoir-faire humain. Là, c'est du codage et de la modélisation 3D ou 2D. Reste que c'est quand même un savoir-faire et une technique. Et c'est pas de l'art ça n'a rien à voir avec, on va dire, les beaux-arts, avec la peinture, avec la sculpture, ou même avec des choses un peu plus éloignées comme la musique. Bien évidemment, lorsque MJ lui dit que le jeu vidéo c'est de l'art, il l'entend au sens, c'est des beaux-arts, quoi. C'est quelque chose de magnifique, de beau, c'est une œuvre d'art. Et pour lui, un jeu vidéo ou À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ça peut être égal. Alors bien sûr, il a jamais lu À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, donc c'est difficile pour lui, je pense, d'avoir un élément de comparaison, de savoir à quel point Proust c'est magnifique et à quel point le jeu vidéo ça peut être très bien, mais ce sera jamais Marcel Proust. La vraie question, c'est donc pourquoi est-ce qu'il veut absolument que le jeu vidéo soit un art? Et je pense que c'est par pur relativisme, c'est-à-dire que lui, il est dans sa culture qu'il appelle geek, c'est une culture adolescente, une culture consumériste, une culture capitaliste, et il aimerait qu'elle ait autant de valeur que la culture, on va dire, institutionnelle ou la culture dite bourgeoise. Et c'est là qu'il se vautre totalement pour essayer de prouver que le jeu vidéo est un art. Parce que lorsque je lui ai demandé quels sont les jeux vidéo qui pourraient être un art, on m'a répondu les éternels classiques, Okami, Braid, Shadow of the Colossus, etc. Alors je vais revenir plus précisément sur Okami parce que j'y ai joué et que j'ai plus ou moins apprécié, j'ai même pas mal apprécié. Okami tient avant tout de son esthétique façon estampe japonaise, c'est-à-dire que c'est pas un jeu vidéo qui va révolutionner le jeu vidéo par son gameplay, par son level design, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de Zelda avec un monde où on va faire ensuite des donjons dans un univers assez enchanteur, on va pas se mentir, mais reste qu'en termes de jeu vidéo, c'est un Zelda, c'est-à-dire qu'il n'a rien inventé, il a même pas inventé son esthétique, parce que son esthétique, il l'attire des estampes japonaises. Alors c'est peut-être une première pour le jeu vidéo, mais clairement c'est pas non plus original. Et lorsqu'il cite également Braid, c'est également un jeu avec une esthétique très soignée, avec un petit message à la fin. Alors j'ai jamais fini Braid, ça m'a vraiment saoulé comme jeu. Je suis pas très fan des jeux de plateforme, on va dire. Et dans Shadow of the Colossus, vous savez, c'est le jeu un peu éthéré par excellence. Alors j'ai jamais vraiment joué, j'ai essayé un peu sur émulateur parce que j'ai jamais eu de console Sony. Mais il reste qu'il y a quand même une constance dans les jeux qu'il propose. Ce sont des jeux en général avec quand même une approche esthétique assez particulière, avec une ambiance assez particulière. Et donc, vu que je suis taquin, je lui ai demandé si FIFA, donc le jeu de foot, c'était de l'art. Et là, on m'a dit mais non, parce que FIFA c'est un jeu de merde. Et là, ma question c'est pourquoi est-ce que si Okami, qui n'est pas un jeu fondamentalement original, ce qui n'empêche pas d'être un bon jeu, ou un jeu correct, ou un jeu appréciable, pourquoi est-ce que FIFA pourrait pas lui aussi être une œuvre d'art? Je veux dire, l'opposition entre deux joueurs, je sais pas, la marge de progression que tu peux avoir, et je joue pas à FIFA, j'aime pas le foot. Mais pourquoi est-ce que ça serait pas des choses qu'on pourrait dire, ouais, en fait, c'est vachement bien pour un jeu vidéo de pouvoir favoriser l'opposition entre deux joueurs, permettre à deux joueurs de s'affronter, de permettre à deux joueurs de progresser. Est-ce que c'est parce que en fait FIFA ça a un rendu réaliste et puis aucun des jeux que j'ai précédemment cités n'avait un rendu photoréaliste et donc on se dit que le photoréalisme dans le jeu vidéo ça peut pas être de l'art? Ou est-ce que c'est parce que c'est du foot et on dit non, le foot ça marche pas, non ça peut pas être de l'art?
En gros, pour juger le jeu vidéo et pour juger s'il est un art, ils reprennent vraiment les critères des beaux-arts. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une petite ambiance, un petit truc, est-ce que c'est soigné visuellement, etc. Or, c'est pas ça qui fait un bon jeu vidéo. C'est pas des critères vidéoludiques. C'est totalement débile. En ce moment, je joue à Football Manager. Alors, j'aime pas le foot, voilà, mais je joue à Football Manager et je m'amuse à jouer, on va dire, un jeu de rôle. C'est-à-dire que j'ai créé un personnage qui s'appelle Adolf Hitler. Il est né en 1945 dans la même ville que le vrai Hitler. C'est sa réincarnation et puis il est entraîneur d'équipe de France et puis son but c'est de conquérir le monde. Et donc je m'amuse à faire des trucs mais complètement fous, à dire ah non toi joueur je te recrute pas, ton nom Kevin Parstein, je te prends pas, je prends de l'autre à côté. Voilà, je m'amuse comme un petit fou avec les règles du jeu qui sont permises et gérées par le jeu. Et c'est ça, jouer un jeu c'est s'amuser avec les règles du jeu, dans les règles du jeu. Mon jeu préféré, c'est Fallout 2. Alors Fallout, je pense que vous connaissez tous la franchise Fallout si vous avez déjà touché un peu à des jeux vidéo récemment, parce qu'ils en sortent de temps en temps et ça devient de plus en plus merdique. Alors Fallout 2, c'était le deuxième opus, comme son nom l'indique, et à l'époque c'était encore en 3D isométrique, c'était hyper moche. Le seul truc qui était à peu près réussi artistiquement, on va dire, c'était la bande son qui faisait un peu dark ambiante, super sympa. Qui mettait une ambiance un peu pesante, un peu lourde. Mais moi, ce qui m'avait éclaté dans le jeu, c'était toutes les possibilités offertes par les règles du jeu. C'est-à-dire que le jeu me permettait de faire à peu près tout ce que je voulais. C'est-à-dire que il était extrêmement buggé, mais je pouvais devenir acteur porno, je pouvais devenir esclavagiste. Tu as le droit d'aller te faire mettre un truc sur le front et après d'aller chasser comme ça les esclaves et des gens de ta propre tribu ou tes propres, des gens qui sont similaires à toi, qui viennent à peu près des mêmes endroits que toi, pour ensuite les vendre en esclavage. T'as le droit de venir dans un casino, de foutre la merde, de tricher, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et je crois que c'est un des jeux qui a la plus grande liberté d'action à ce que j'ai vu. Et qu'on me parle pas d'un jeu genre Skyrim, etc. Je pense que le seul jeu qui peut, égaler à peu près Fallout 2 en termes de liberté, c'est Arcanum. Arcanum, c'est un jeu qui a été fait par les mêmes développeurs, il me semble, que Fallout 2, enfin c'est pas le même studio, mais en gros c'est des gens qui sont allés ensuite dans un autre studio, qui ont fondé un autre studio pour faire Arcanum. Mais voilà, clairement c'est des jeux où tu as des possibilités multiples. Je m'amuse avec les règles du jeu, on n'est pas là en train de me dire oui on va faire une petite œuvre d'art, ça va être un peu éthéré, il y a une réflexion sur la vie, je sais pas quoi. Non, c'est extrêmement cynique, c'est drôle et c'est violent. Pareil pour mon deuxième jeu préféré qui est Crusader King 2. Alors Crusader King 2, c'est un jeu où en fait il faut faire ce que tu veux, c'est-à-dire qu'en fait tu arrives, c'est un peu comme dans Football Manager, c'est toi qui te fixes tes propres règles. Tu te dis moi j'ai envie de commencer contre irlandais et puis de terminer à conquérir l'Inde. Et donc c'est toi qui choisis ce que tu fais et c'est à toi de te fixer tes objectifs intermédiaires pour y parvenir. Et là, encore une fois, tu t'éclates avec les règles du jeu, parce que tu as le droit de buter ton frère pour éviter qu'il hérite du royaume, tu as le droit de buter tes enfants, tu peux buter ta femme, tu peux faire des mariages incestueux, tu peux avoir des enfants qui deviennent débiles, et entre débiles, les enfants, ils s'aiment plus que entre c'est un gamin qui est intelligent et un autre qui est con. Clairement, il y a des possibilités qui sont infinies, tu peux faire juste ce que tu veux au Moyen-Âge, et c'est juste extrêmement réjouissant. Cependant, ces jeux-là, pour des mecs comme MJ, c'est pas des œuvres d'art. Parce qu'il n'y a pas cette petite esthétique qui va avec. Mais est-ce que ça en fait des mauvais jeux? Absolument pas. C'est deux excellents jeux, Fallout 2 et Crusader King 2. Deux excellents jeux. Mais qu'est-ce qui leur manque? Est-ce que c'est de l'esthétique? Tout simplement, est-ce qu'on devrait faire un truc un peu plus esthétique? Parce que c'est vrai. Fallout 2, c'est moche. Football Manager, les joueurs, l'animation 3D elle est dégueulasse. La carte de Crusader King 2 elle est pas très belle. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait, genre une carte façon parchemin, etc. pour Crusader King 2? Pas forcément. Parce que ce qui compte, c'est pareil dans Football Manager, c'est la lisibilité. C'est exactement ça qui compte, la lisibilité. Est-ce que je peux lire l'action? Est-ce que je sais ce qu'il faut faire? Que ça soit beau ou pas beau, finalement on s'en fout un peu. Ce qui va compter, c'est les possibilités qu'on peut faire et le fait qu'on puisse comprendre, en regardant un peu la carte, quelles sont nos possibilités. C'est pas parce que tu t'amuses à dessiner en Football Manager des joueurs façon estampe japonaise que tout à coup ça va faire un meilleur jeu. Non, ça va pas faire un meilleur jeu, ce sera un jeu qui va être un peu bizarre parce qu'il aura des estampes japonaises à la place de joueurs en 3D qui courent sur un terrain. L'esthétique devient donc totalement inutile. Faut savoir que même moi, j'avais joué quand j'avais un ordinateur qui n'était pas bien puissant à Football Manager à l'époque, il y a longtemps, avec une vieille version.
et tu pouvais en fait même pas avoir l'animation 3D des joueurs, mais juste des points qui se déplacent sur le terrain, et ça suffisait. Enfin, je veux dire, ça suffit pour faire ce que tu as à faire dans le jeu. En fait, en voulant faire passer le jeu vidéo pour de l'art, il montre la médiocrité du jeu vidéo. Parce que moi, si je joue à Crusader Kings 2 ou si je joue à XCOM, un jeu de stratégie où il faut repousser des extraterrestres, j'ai des plaisirs qui sont totalement des plaisirs ludiques. Alors Crusader Kings 2, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent même en jeu de rôle papier. Peut-être que XCOM, il y a peut-être des jeux qui doivent ressembler un peu, je sais pas, des jeux des figurines Warhammer ou j'en sais rien. Je joue pas trop à ça. Mais clairement, ce sont des vrais plaisirs ludiques. Ce sont pas des plaisirs de narration, ce sont pas des plaisirs de message, machin truc. C'est clairement des plaisirs ludiques, des plaisirs d'incarner un personnage, des plaisirs que tu peux vivre seulement dans le jeu vidéo. Ou dans des jeux papier, ou dans des jeux de rôle, etc. Mais dans le jeu de manière générale. Le fait que le jeu soit vidéo, ça permet juste l'ordinateur, en fait, génère les règles du jeu et vérifie si ce qu'on fait, c'est conforme aux règles du jeu ou non. Mais MJ, lui, il y tient à son histoire. Lui, il me dit, non, mais s'il y a une histoire, etc., c'est sympa et tout. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Spec Ops The Line. Alors, Spec Ops The Line, si vous savez pas, c'est un jeu de tir à la 3e personne qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Alors, je sais plus, c'est à Dubaï, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et c'est un jeu de tir à la 3e personne totalement lambda en termes de gameplay, même en termes de level design. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est sympa, t'as des petits tags un peu partout dans la ville où il y a marqué genre sous le sable les pavés, tu vois, genre ça fait une petite connotation mai 68, ou sous les pavés il y avait la plage, tu vois, genre là voilà on dit c'est l'inverse, donc retourne à la civilisation, ça veut dire. Ok, c'est sympa, mais par contre, en termes de level design, tu te retrouves avec les mêmes niveaux, parfois en arène, où il faut que tu butes un nombre incalculable d'ennemis, de plus en plus puissants, qui ont de plus en plus d'armure, c'est juste insupportable, c'est des pics de difficulté totalement artificiels, qui servent juste à rien du tout. Ça sert pas à raconter une histoire, ça sert pas à proposer un challenge intéressant, c'est juste, on a déjà vu ça 1000 fois. Et j'ai arrêté, par exemple, le dernier Tomb Raider, là, le Rise of the Tomb Raider, à un moment donné où c'est pareil. T'étais à un endroit, t'étais acculé, les ennemis arrivaient de tous les côtés dans une arène, il fallait les buter. J'ai fait, non, c'est bon, j'ai déjà joué à ça 15 fois, j'en peux plus, j'en veux plus de ta merde, casse-toi. Mais les gens vont me dire, oui, mais Spec Ops The Line, ce qui est important, c'est l'histoire, etc. Parce qu'effectivement, il y a une histoire où, mon Dieu, il y a un choix moral, à un moment donné, en fait, on se rend compte qu'on tire sur des civils au phosphore blanc, waouh, c'est la folie. Et à la fin, je sais plus, on se rend compte qu'on est le méchant, je sais plus quoi, il y a un truc, j'ai oublié ça depuis très longtemps. Ça n'avait pas spécialement marqué en bien, on va dire. Sauf qu'en fait, c'est tiré d'un bouquin, et c'est le bouquin, si je dis pas de bêtises, j'ai pas revérifié, dont est adapté Apocalypse Now, en partie. Ça veut dire qu'en fait, ce jeu est inspiré d'un bouquin, un bouquin qui a inspiré un film, c'est pas original, son gameplay n'est pas original, son histoire n'est pas originale. Finalement, il lui reste plus grand chose. Je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, je vais pas dire que c'est pas jouable, mais est-ce que c'est fondamentalement intéressant de jouer à ça si tu connais les références du jeu? Parce que clairement, là, tu dis, ah bah oui, mais de toute façon, ça va être un peu moins bien. Parce que clairement, tu vas te faire chier à jouer un jeu assez lambda et ça va pas être très intéressant. Alors au contraire, si on prend un autre jeu de tir, je vais prendre le dernier Doom. Doom, c'est un des premiers jeux de tir à la première personne, en tout cas un de ceux qui a cartonné au début. Et ils ont sorti une sorte de remake, reboot, je sais pas ce que tu veux, où il y a quasiment pas d'histoire. C'est-à-dire, il y a rien, il y a pas d'histoire. Et en fait, tu butes des monstres. Et en butant tes monstres, tu récupères de la vie et donc ça t'oblige à rentrer au contact avec les monstres, à être de plus en plus près des monstres, à buter de plus en plus de monstres, de plus en plus vite, etc. Repérer et apprendre comment ils se déplacent, comment est-ce qu'on peut faire pour les tuer, etc. C'est un jeu qui est juste fou. À ce niveau-là, c'est extrêmement jouissif. Et là, t'as un pur plaisir vidéoludique, un plaisir vidéoludique qu'il n'y avait aucunement dans Spec Ops The Line. Alors, je sais bien, Doom, c'est pas du tout le même genre, c'est beaucoup plus rapide, etc. Mais un Doom comme ça, moi, j'avais jamais joué à un jeu comme ça. Alors peut-être que c'est inspiré d'autres jeux qui avaient à peu près des mêmes mécaniques de gameplay. Mais là, clairement, Doom, c'était un truc extrêmement nouveau, extrêmement jouissif. Alors que Spec Ops The Line, c'était le 15e déjà TPS totalement lambda qui sortait. Mais certains vont me dire qu'il y a des jeux qui vont être à message, des jeux qui vont faire passer des messages politiques forts, etc. Et on va parler de BioShock. Alors moi, BioShock, c'est pas un jeu qui m'a fait extrêmement plaisir à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, je l'avais acheté sur Xbox, j'avais BioShock et Oblivion sur le même
enfin dans la même jaquette, et j'ai aimé aucun des deux jeux. Oblivion, c'est un jeu qui a quand même un gameplay qui est extrêmement bourrin, poussif, faut tirer et tout, etc. Et à côté, on te fait croire qu'il y a une pseudo-réflexion derrière sur le libéralisme, sur l'utopie, etc. À un moment donné, tu te dis bon, c'est bon quoi, lâche-moi avec ta merde, laisse-moi buter des trucs, parce que le gameplay, il est pas en adéquation avec le message. Et surtout, t'as l'impression que c'est un peu rajouté par-dessus, qu'il n'y a pas vraiment de lien logique entre les deux. Mais surtout, le pire, c'est que même si jamais, on va dire que c'était intéressant, on va dire ce qu'il racontait sur le libéralisme, sur la dystopie, etc., je viens de te dire ça. Si jamais tu veux vraiment rentrer dans le terme de la réflexion et pas juste du gameplay ou pas juste de l'histoire à raconter, là encore une fois, tu vas te frotter non seulement à des films qui traitent de dystopie, tu vas te frotter à des livres et même à des livres de théorie, des livres de philosophie, de ce que c'est qu'un état parfait, de ce que c'est qu'une utopie, etc. Et donc là, forcément, ton petit jeu vidéo, eh ben, il va avoir, bien piètre allure. Parce que moi, je veux bien qu'on puisse trouver, si on n'a aucune référence philosophique, aucune référence culturelle, aucune référence littéraire, un jeu comme BioShock vachement profond et vachement intelligent. À partir du moment où t'as lu quelques trucs, tu dis, bon, bah là, ton jeu, ouais, je m'en fous un peu. Après, c'est pas pour ça que j'ai arrêté d'y jouer, c'est parce que tout simplement le gameplay me saoulait, je trouvais pas ça intéressant. Par contre, j'ai fini le 3e, BioShock Infinite, qui est une merde absolue, tant au niveau de l'histoire, qui est hilarante de tellement c'est un nanar, qu'au niveau de ce gameplay toujours ultra bourrin, mais même pas forcément jouissif à prendre en main. L'image est trop élémentaire et simple. D'où l'impression de stupidité primaire des films muets, obligés de raconter des histoires dont le roman avait déjà honte depuis longtemps. Même Charlot n'était qu'un clown primitif. King Kong et le cow-boy, le baiser en premier plan. Voilà à quoi est réduit la photo dans son action. Même le cuirassier Potemkin, le grand film soviétique d'Eisenstein, est une espèce de King Kong élémentaire, de l'idée révolutionnaire, l'anecdote d'une révolte primitive. Donc là, j'ai mis un extrait du film d'Isidore Issou, qui s'appelle Le traité de Bave et d'éternité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un manifeste pour prôner un cinéma différent. Et lui, il dit, bon, avant, en fait, on avait des gens comme Charlie Chaplin, des gens comme Griffiths, etc., qui faisaient des films, mais leurs films-là, en fait, ils avaient des histoires qui étaient tellement faibles que la littérature n'en voudrait plus. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on dit, oh non, c'est de la merde. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette assertion. On peut trouver que les films de Charlie Chaplin arrivent justement à avoir une histoire extrêmement simple, mais extrêmement bien racontée, pour que justement on arrive à être ému, etc. Et Isidore Issou, lui, il voulait déconstruire totalement le cinéma, détruire le cinéma, un peu comme Picasso a détruit la peinture. C'est ses propres dires, hein, c'est pas moi qui invente, pour justement proposer quelque chose de totalement nouveau. Et c'est ce qu'il essaie de faire avec ce film-là. Mais donc c'est exactement ce qui se passe là avec le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on en vient à aimer des œuvres qui ont des ambitions narratives ou des ambitions, on va dire, peut-être plus philosophiques, mais qui, techniquement, en fait, valent un peu rien du tout face à toute l'étendue et la richesse littéraire ou cinématographique ou, théâtrale qui existe. Et donc, pour moi, mon message, c'est clairement plutôt Doom avec un scénario de merde, ou plutôt Crusader King, plutôt qu'un Okami, ou plutôt qu'un Braid, plutôt qu'un jeu de David Cage. Parce que si jamais on veut faire du jeu vidéo un art ou quelque chose qui soit respectable, il vaut mieux le faire par son gameplay, parce qu'il lui est propre, plutôt que le faire en essayant d'imiter un peu le cinéma, d'imiter un peu ceci, d'imiter un peu cela, et pour finalement faire beaucoup moins bien. Il faut utiliser les spécificités propres à son médium. Alors MJ, lui, il aime bien quand il y a un message. Si vous regardez un peu ses vidéos, il dit oui, mais le message est bien, etc. En plus, blablabla. Alors, on va parler sérieusement. Le message, c'est le médium. Alors, c'est une phrase qui se dit en théorie de l'information. C'est-à-dire que, par exemple, poster une vidéo sur YouTube, le message, ça va pas être ce que la personne dit dans la vidéo. Là, mon message, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mon message, c'est va consommer, parce que tout simplement, on est sur une plateforme qui marche à la publicité. C'est-à-dire que tu regardes Squeezie ou que tu regardes, on va dire, y penser, le message est le même. C'est va consommer, parce que c'est posté sur YouTube.
Et donc, lorsque je pense qu'on fait un film interactif, un peu à David Cage, ou bien au jeu Telltale Games, pas que ce soit forcément nul, mais bon, ou au jeu genre Life is Strange, ou ce genre de truc, qu'est-ce qu'on dit finalement? On dit que le jeu vidéo, c'est de la merde. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire des films. Mais si vous voulez faire des films, faites pas des jeux vidéo. D'ailleurs, toute œuvre a un message. Et c'est là où c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en fait, on a soit un message qui va avec le système, l'ordre établi, etc., soit un message qui va contre le système ou l'ordre établi. Alors je suis un peu caricatural, bien sûr, il y a toute une sorte de nuance, on peut vraiment panacher tout ça. Et je vais vous donner un exemple de ça. Vous imaginez, vous êtes sur un marché et vous avez un voleur qui vole le sac d'une vieille. Vous avez 3 possibilités, on va dire. La première possibilité, c'est de faire un croche-pied au voleur et vous aider la petite vieille. Soit vous aidez le voleur en disant vite, cache-toi par là, va, fonce à droite, etc. Ou alors même vous allez jusqu'à retenir la petite vieille pour qu'elle puisse pas le rattraper. Et dans ce cas-là, vous aidez le voleur. Ou bien, vous ne faites rien. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais vous faites rien? Eh bien, vous allez aider le voleur, parce que le voleur, c'est celui qui est en position de force. C'est-à-dire que c'est lui qui, clairement, il a la force. La petite vieille, toute seule, ne va pas réussir à rattraper le voleur. Donc, en ne faisant rien, vous aidez le voleur. Même expérience, mais cette fois, on rajoute un policier. Le voleur vole le sac de la vieille, vous êtes là, le policier s'apprête à tirer sur le voleur. Qu'est-ce que vous faites? Si jamais vous vous jetez sur le voleur pour qu'il ne se prenne pas la balle, ou alors si vous dites oui, fonce à droite, attention, baisse-toi, on va te tirer dessus, vous aidez le voleur à s'en sortir. Si vous faites de nouveau un croche-pied au voleur pour qu'il s'arrête, vous aidez le policier, vous aidez la petite vieille à récupérer son sac à main. Mais si vous ne faites rien et que vous laissez le policier tirer sur le voleur, vous aidez le policier. Ne rien faire, dans ce cas-là, ça revient à aider le policier, ça revient à aider celui-là qui était en phase de gagner, ça revient à aider celui-là qui était en position de force. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que toutes les œuvres ont au moins ce message-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une œuvre qui est profondément, on va dire, dissidente face à vous, c'est une œuvre qui va quand même, dans un certain sens, privilégier le pouvoir en place, le pouvoir établi. Et donc, MJ, en vantant ses pseudo-films, en vendant ses jeux vidéo, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va défendre l'ordre établi. C'est un agent du capital. Pire, parce que ce mec-là va même jusqu'à défendre Disney. D'accord? Disney, c'est sa passion. Qu'est-ce que ça veut dire de défendre Disney? Ça veut dire que lui, il aimerait que cette culture qui soit composée donc de jeux vidéo, de comics, de mangas, de bandes dessinées, de films, de trucs, ça soit reconnu comme une culture légitime. Et donc lui va aider à faire reconnaître, on va dire, je sais pas, une bêtise, mais la Reine des Neiges comme étant un vrai chef-d'œuvre de cinéma, etc. Et pas juste un film pour enfants dansant, particulièrement pénible à regarder à cause des chansons. Donc lui, son but, c'est de donner une légitimité à ce qui l'abrutit lui-même. Il est totalement aliéné. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'aime MJ et tout ce qui est populaire, c'est mal? Non, c'est pas ça que je raconte. MJ, lui, il a une lecture totalement anachronique du cinéma. C'est-à-dire que là, cet après-midi, il me soutenait que Blade Runner, c'était de la culture geek, etc. Alors, s'il ne comprend pas, c'est que culture geek, c'est un mot qui est très récent, quand même, et qui veut absolument rien dire parce que c'est totalement galvaudé. Tout le monde, maintenant, se revendique geek. Jamais tu es sur ton téléphone toute la journée, tu te réclames à être un geek. Donc tout le monde est geek, c'est magnifique, et comme dit, si tout est art, rien n'est art, et ben si tout le monde est geek, personne n'est geek, et si tout est culture geek, rien n'est culture geek. Et donc pour lui, la culture geek, ça va de Blade Runner à Batman vs Superman, en passant par les comics, etc. Sauf que si je comprends pas, c'est pas parce que lui, il aime toutes ces cultures un peu populaires et qu'il aime bien Blade Runner, que ça fait que Blade Runner devient, un fer de lance de la culture populaire. Ça veut juste dire qu'il aime bien Blade Runner et que une fois au pif, il a aimé un bon film. Écoute, ça peut arriver à tout le monde, même au pire. Mais ce qu'il fait en défendant systématiquement les comics, les bandes dessinées américaines, les films américains, les blockbusters américains, c'est qu'il défend le pouvoir, l'emprise culturelle américaine, notamment sur la France. C'est-à-dire qu'en fait, il défend le soft power américain. Et donc, ça fait de lui clairement l'ennemi. Mais ça veut pas dire donc que tout ce qu'il aime, c'est forcément fondamentalement mauvais. C'est juste que lui, il l'estampille le truc qu'il aime bien, culture geek, culture populaire, machin truc. Mais ça veut pas dire que c'était un film de la culture geek au départ, parce que ça n'existait pas. Et ça veut encore moins dire que ça va toujours l'être.
Comme dit, c'est du pur hasard qu'il aime ce film-là. C'est-à-dire que lui, il a des goûts d'adolescent, d'accord? En fait, c'est quelqu'un qui a continué à l'âge adulte à aimer ce qu'il aimait comme en étant ado, en étant enfant, et qui n'a pas eu l'accès à une culture plus classique, notamment par l'école. Et donc, en fait, il a aucun élément de comparaison. On va prendre un exemple. Faut imaginer un gamin, tu l'emmènes toute sa vie que au McDo. Et donc, il va dire, ouais, le McDo, c'est génial, il y a ce plat-là, c'est trop bien, il y a ce plat-là, c'est trop bien, etc. J'adore ça, etc. Et puis, à un moment donné, tu l'emmènes dans un kebab, il va dire, oh, ouais, c'est bon aussi, très bien. Mais donc, pour lui, tout ce qu'il va connaître de l'univers de la gastronomie, de la nourriture, c'est le McDonald's, c'est le kebab, c'est le flunch, c'est ce genre de trucs. C'est-à-dire que lui, il a aucune idée qu'à côté, il existe des restaurants gastronomiques. Et même pire, si jamais tu l'emmènes dans un restaurant gastronomique, il va dire, ah, c'est sucré salé, c'est chaud-froid, il y a différentes textures dans la bouche, et bah oui, ça va pas aller parce que pour lui, il n'est pas habitué à cette culture-là. C'est-à-dire qu'en lui, on l'a habitué à une culture prolétarienne, c'est-à-dire qu'en fait, une culture clairement d'exploitation, où le but c'est de t'abrutir, c'est de faire de toi un bon petit pion pour les États-Unis. Et Obama l'avait lui-même dit que le cinéma, pour lui, c'était du soft power, c'était une manière de dominer le monde culturellement. Et donc le but c'est de sortir ces gens-là et de sortir les gens comme MJ de leur médiocrité, de leur zone de confort où ils sont là avec leurs petites jouets, leurs petites poupées, leurs petits trucs avec lesquels ils jouent parce qu'ils trouvent ça fabuleux. Il faut les sortir de leur sphère de consommation de masse. Pour vous montrer l'importance d'avoir des éléments de comparaison. Alors je sais pas si vous l'avez vu, il y a le film qui s'appelle Lockout qui est un film produit par Luc Besson et c'est vraiment nul. Ce film est une repompe totale de Escape from New York de John Carpenter. Si vous l'avez pas vu, ça par contre vous pouvez vraiment le voir. Et donc si vous voyez pas, vous avez pas vu le film de John Carpenter, vous allez juste voir Lockout et dire ah oui mais c'est sympa, etc. C'est plutôt sympa, le héros il est un peu rustre, etc. Il a des bonnes phrases, il sait rabattre le caquet au vilain, etc. Mais par contre si t'as vu le film de John Carpenter, tu te dis mais attends, ça j'ai déjà vu, mais je l'ai déjà vu en 1000 fois mieux. Pourquoi est-ce que je m'infligerais le fait de regarder ce truc qui est mal réalisé, qui est mal joué, qui en fait clairement 10 000 fois trop, plutôt que de revoir le film de John Carpenter? Si j'ai envie de voir la même chose, autant de le revoir en aussi bien. Autre exemple. Moi, il y a un truc qui m'insupporte la plupart du temps dans les films, c'est notamment la musique. En général, je trouve qu'elle est omniprésente et très mal utilisée. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu de la musique bien utilisée, alors je pense à des films pareils, MJ doit connaître, tu vois, genre il devait connaître Escape from New York, donc tu dois peut-être se dire, effectivement, oui, peut-être si je l'avais pas vu, je me serais peut-être pas rendu compte que Lockout c'était de la merde. Et là c'est pareil, si jamais le mec il était une fois dans l'Ouest, ou s'il a vu certains Kubrick qui utilisent quand même très bien la musique, il va peut-être se dire, ah oui, effectivement, là, la musique elle est un peu pompière, un peu très mal utilisée dans ce film-là, non, franchement, clairement, on a fait mieux en termes d'utilisation de la musique, et donc, pourquoi est-ce que je devrais tolérer qu'une musique soit aussi mal utilisée alors qu'à côté il y a des chefs-d'œuvre qui utilisent très bien la musique? Mais moi j'aime bien quand il n'y a pas de musique. Alors j'aime bien quand il n'y a pas de musique parce qu'il y a un film qui s'appelle Le Cercle Rouge. Alors c'est pas le film qui m'a donné cette idée mais c'est un exemple parfait. Dans Le Cercle Rouge, c'est un film de Melville que je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu, il est vraiment très bien. Et dans le film de Melville, il y a un braquage avec, vous savez, avec Alain Delon et tout. Il braque, mais ça se fait en temps réel, dans le silence. C'est-à-dire que les personnages ne parlent pas, et les personnages ne font pas de bruit, et surtout, il n'y a pas de musique. Et donc, il y a une tension folle durant toute la scène, parce que justement, le moindre bruit, le moindre truc est source d'angoisse. C'est le silence qui fait naître l'angoisse. Et donc, quand on voit des films d'horreur qui te mettent la musique à fond, en boum, 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 tu te dis... Je crois que t'as pas tout compris, tu vois, genre être beaucoup plus silencieux, en montrer le moins possible. Parfois, c'est bien mieux que de mettre des effets de gens de têtes qui surgissent à l'écran toutes les 30 secondes. Le film, là, montre qu'en fait, on peut continuer à intéresser le spectateur, mais avec un truc extrêmement lent, étiré, en temps réel. Parce que justement, il va pouvoir ressentir toute la tension du truc. Et c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez au cinéma. Et donc, quand moi je vois une scène de tension, qui aboutit sur rien parce qu'elle a duré 1 minute 30, etc. Je me dis, attends, c'est pourri, là, ton machin, là, clairement, ton concept, il était bon. Pourquoi tu l'as pas étalé? Pourquoi tu l'as pas étiré en temps réel? Genre, je sais pas si t'as un héros qui doit explorer une maison, avec une lampe de poche, et puis voir s'il y a quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu passerais pas, je sais pas, avec un plan séquence, en train de regarder tout, comme ça?
petit à petit dans le silence, pour justement faire naître l'attention. Si jamais ça dure 3 plans, il ouvre la porte, il voit qu'il n'y a rien, il fait tal, ça dure 20 secondes, 10 secondes, il essaye pareil sur une autre porte, etc. L'attention ne va pas être la même. Parce que la peur, elle monte au fur et à mesure. Et pour ça, il faut avoir des éléments de comparaison. Tu peux pas le deviner comme ça en claquant des doigts. Faut l'avoir déjà vu, ou lu dans un livre, ou je sais pas, mais tu peux pas l'imaginer comme ça sortant de nulle part. Faut l'expérimenter. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas cette culture-là, si tu fais pas, on va dire, l'effort d'aller voir d'autres films, de voir des films plus anciens, de voir des films récents, mais des films peut-être différents, que ta sphère comme ça de blockbuster avec tes petites BD, etc. Ben forcément, t'as pas les outils pour juste comprendre ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher au cinéma. Si tu regardes toujours la même chose en permanence, le même type de film, avec les mêmes histoires, racontées toujours de la même manière, bah tu vas jamais te rendre compte qu'en fait il y a des moyens totalement différents de faire les choses. C'est de la curiosité. Et il y a un gros problème chez les cinéphiles, c'est quand la cinéphilie commence et s'arrête avec genre Quentin Tarantino. Il y a des gens, c'est leur seul monde, c'est Quentin Tarantino et ça bouge pas, c'est tout, voilà, ça. Non, il faut aller voir autre chose. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des films qui sont très bien dans des blockbusters ou des films populaires qui ne peuvent pas être très bien, c'est pas ça que je dis. Mais il faut quand même savoir s'extirper de cette logique de consommation de masse où tu es là comme ça en train d'acheter tes petites figurines, etc. Par exemple, moi je vous ai proposé de lire Chateaubriand. D'accord ? Chateaubriand, il est mort depuis plus de 150 ans. Il n'y a pas des petites figurines Chateaubriand à vendre avec le livre pour mettre sur ton étagère et t'as pas des petites poupées pour ta sœur qui représentent les sœurs de Chateaubriand pour jouer avec et faire crac crac boum boum incestueux. Il n'y a pas ça. Par contre, si tu vas voir le dernier Star Wars, même si tu le trouves génial, que je trouve débile, voilà, débile, j'aime pas Star Wars, faut pas oublier, et c'est pas ça qui en fait fondamentalement un mauvais film, mais que c'est fait pour te vendre des jouets. Et si toi, tu gardes toujours ta logique de je collectionne des jouets parce que j'ai toujours 3 ans dans ma tête, eh ben tu vas les acheter. Et c'est fait également pour que tes enfants, ils aient envie de les acheter. C'est-à-dire que par exemple là en ce moment, Disney, ils possèdent Star Wars, mais ils possèdent Marvel, ils possèdent Pixar, ils possèdent leur propre production. En gros, une énorme partie des productions que vous regardez les enfants sont gérées par Disney. Ce qui vont faire que si tu acceptes d'aller voir un film Disney, tu acceptes de penser Disney, de te formater à penser comme Disney, d'aller à Disney, pourquoi pas aller à Disneyland pour revoir les héros que t'as aimés dans un manège, pourquoi pas consommer Disney, aller acheter une petite figurine ou deux, ça n'a jamais tué personne, une petite figurine ou deux comme ça, en plus c'est joli les figurines en plastique fabriquées par des enfants chinois, hein, c'est pas mal ça en plus. Et finalement tu te mets à vivre Disney, à n'être plus qu'un consommateur Disney. Et d'où la nécessité d'aller voir autre chose. Alors je dis pas que MJ fait que du Disney, c'est pas vrai. Mais clairement, lorsqu'on reste dans cette bulle comme ça, avec toujours le même genre de produits qui sont juste des produits de consommation et pas des véritables, on va dire, des œuvres d'art, d'artistes qui pensent, etc., qui réfléchissent. Et je dis pas qu'il a peut-être pas lu 1 ou 2 BD avec un auteur de comics qui avait une volonté de dire un message ou je sais pas quoi. Mais globalement, ce dont lui, il parle, dans ces vidéos, il y a rien, tu vois, il y a pas de vrai film avec une vraie volonté artistique, une vraie volonté d'un auteur de faire quelque chose. C'est des films de studio, des films à gros budget, des films qui sont là eux aussi pour vendre des figurines. Les films Warner avec Batman, Superman, etc., ils sont là également pour te vendre des petites figurines Superman. Faut pas l'oublier. Donc je pense que MJ est sans doute perdu, c'est-à-dire que là maintenant le mec il est quand même assez âgé, il approche de la trentaine, il est toujours dans ses petites figurines. Mais est-ce que toi, c'est pas le moment justement de mettre un coup de fouet